Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur la page Facebook de Meuse Info pour cette deuxième soirée spéciale à 3 semaines et demie des élections départementales. On vous propose 2 débats pour mieux connaître les candidats que vous allez élire les 20 et 27 juin prochains. Alors hier, nous étions avec des candidats pour le canton de Belleville-sur-Meuse. Vous pouvez d'ailleurs retrouver la rediffusion de ce live sur notre page Facebook. Ce soir, autre canton meusien auquel on s'intéresse, ceux de Verdun 1 et Verdun 2. 10 000 habitants sont concernés par chacun de ces 2 cantons. Alors on va vous expliquer le découpage dans un instant. Bien sûr, au cœur de ce débat, le fonctionnement de ces conseils départementaux. Quelles sont les compétences, quels sont les domaines de compétences et quel avenir pour ce prochain mandat de 6 ans, quelle perspective? On va poser la question à nos 3 invités sur ce plateau dans les locaux de nos bureaux. Bonsoir François-Xavier Franceschini. Bonsoir Tom. Vous représentez la liste Union de la gauche et des écologistes qui regroupe 5 partis, à savoir le Parti communiste français, le Parti socialiste, la France insoumise, Europe Écologie Les Verts et Nouvelle Donne, et vous vous présentez dans le canton de Verdun 2 avec votre binôme Françoise Rusconi. Face à vous, Jérôme Dumont, bonsoir. Bonsoir Tom. Candidat d'hiver droite, aux côtés de Véronique Philippe, également sur le canton de Verdun 2. Je précise que 2 autres listes sont candidates sur ce canton, celle de Bruno Rota et Christine Migeot du Rassemblement National, et celle de Christelle Renaud et Sylvain Autré, une liste d'hiver droite, mais aucune de ces 2 listes n'a souhaité participer au débat. Concernant Verdun 1, 2 listes sont candidates, celle de Samuel Hazard et Dominique Gretz. Bonsoir Samuel Hazard. Bonsoir Tom, bonsoir à tous. Et vous êtes face à Yvan Paris et Marie-Jeanne Dumont dans une 2e liste, donc qui n'ont pas accepté notre invitation. Petite précision pour vous dire que nous avons tous été testés négatifs à la Covid-19 avant d'entrer sur ce plateau. Alors ce soir, on va débattre de vos différentes visions de la Meuse. Culture, sociale, économie, santé, collège, numérique. Vous allez pouvoir nous détailler vos programmes et répondre à mes questions, mais également à celles de nos spectateurs que vous pouvez poser sur la page Facebook de Meuse Info. Pour le moment, on commence cette émission avec une présentation en 2 minutes chrono de chacune des listes. Et c'est vous, François-Xavier Franceschini, qui allez commencer à vous présenter. Très bien. Alors, je m'appelle François-Xavier Franceschini. Je suis candidat sur le canton de Verdun 2, père de 2 enfants. Je suis éducateur spécialisé dans la protection de l'enfance. Je me présente à ces élections sous la bannière des forces de gauche, écologistes et citoyennes. Une union inédite, historique en Meuse, où toutes les sensibilités de gauche sont représentées et qui pourra intéresser tous les électeurs. Nous voulons proposer une nouvelle majorité au conseil départemental. Je me présente pour proposer un projet d'avenir pour la Meuse. Je me présente pour être à l'écoute des Meusiens, les entendre, les comprendre. Je me présente pour défendre les services publics, les salariés, les commerçants, les agriculteurs, les artisans, les retraités. Ensemble, construisons un nouvel avenir et un nouvel horizon pour la Meuse. Je souhaiterais aussi faire passer un petit message de ma candidate, co-titulaire, puisqu'elle n'est pas sur le plateau. Je lis « Je me présente à ces élections dans l'objectif de soutenir chaque Meusien, et en particulier les personnes fragilisées, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap. Je souhaite également soutenir les familles afin que la précarité ne soit plus une fatalité et que chacun des Meusiens puisse vivre dans la dignité. » Rappelons que Françoise Rusconi était soignante et qu'elle était au front durant la crise du Covid. Il vous reste une petite minute. Un mot sur la philosophie de votre programme. La philosophie de mon programme, elle se résume sur une idée simple, c'est-à-dire qu'il faut une véritable transition écologique, économique et sociale en Meuse pour un nouveau changement qui doit s'instaurer, pour qu'on puisse passer d'une majorité de droite qui a existé depuis une trentaine d'années en Meuse, qu'on puisse passer à une majorité de gauche, ou avec de nouvelles idées, et avoir une alternative par rapport à l'immobilisme ambiant aujourd'hui. Merci François-Xavier Franceschini, vous allez nous détailler votre programme toute cette soirée. Jérôme Dumont, vous vous présentez dans ce même canton, Verdun 2, on vous laisse vous présenter. Oui, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je vous remercie vraiment pour l'organisation de ce débat, toute l'équipe de Meuse Info. Ça fait la vie démocratique, et dans des élections et dans un contexte sanitaire où peu de personnes se mobilisent, c'est intéressant de pouvoir débattre.
Donc Véronique Philippe et moi, nous représentons sur ce canton de Verdun 2, puisque nous sommes le binôme sortant. C'est la première fois en 2015 que nous avions cette formule avec un homme et une femme, avec 17 femmes et 17 hommes, 17 femmes qui ont apporté un renouveau, un renouvellement dans les pratiques démocratiques. Alors Véronique Philippe était vice-présidente en charge de l'autonomie, elle est kiné de profession, elle a 4 enfants, elle est mariée, elle a 4 enfants, et elle est première adjointe à Audinville. Donc moi je suis conseiller départemental délégué au numérique et à la jeunesse. Pendant 10 ans, j'ai été chargé de mission au Mémorial de Verdun et on a pu œuvrer ensemble aussi toutes les forces vivre sur ce centenaire qui a été une réussite, on en parlait encore tout à l'heure. Et depuis le mois de septembre, je suis directeur d'un organisme de formation qui est situé sur notre canton, sur le quartier des Planchettes. Donc, vous voyez, Verdun, la Meuse, terre d'histoire, mais ce que l'on doit faire et ce que nous voulons développer, c'est l'innovation, l'expérimentation. On veut que la Meuse et Verdun deviennent aussi et surtout une terre d'avenir. Nous sommes ici dans un espace de coworking à nos bureaux. Je vais parler également de mes suppléants, puisque Cédric Morel, qui est directeur d'une société, d'une filiale allemande en France, travaille ici. C'est une nouvelle forme de salariat. Il travaille ici de temps en temps, 2-3 jours par semaine. Et Béatrice Haas, qui est située au cœur de notre canton aussi, dans le quartier de Jules Ferry, et assistante d'un jeune en situation de handicap au lycée Fraissinet. Donc le cœur de nos activités se situe sur Verdun et sur ce beau canton de Verdun 2, qui est un des cantons qui gagne le plus de population, puisque entre les 2 derniers recensements, la commune de Belleret et la commune de Berru en Verdunois sont les 2 communes qui ont le plus progressé. Et je pense qu'on pourra en reparler, puisqu'il y a beaucoup de projets de lotissement qui sont mis en valeur. Justement, on va répondre aux questions dans un instant et on donnera le découpage plus ou moins exact de ces 2 cantons qui sont parfois difficiles à différencier. 2 cantons pour une même ville. Verdun 2, on vient d'en parler avec vous. Et Verdun 1, canton sur lequel vous êtes candidat, Samuel Hazard. Bonsoir. Bonsoir Tom, bonsoir à tous. Canton de Verdun 1, en effet, puisque 2 tiers de la cité de Verdun est intégrée dans ce canton, ainsi que la belle commune de Civry-la-Perche. Je suis depuis 2011 le conseiller général puis départemental, donc sortant. J'ai été élu à 31 ans conseiller général. Siéger à l'Assemblée départementale dans cette institution, c'est un honneur. Un honneur parce que nous représentons nos concitoyens et nous représentons cette cité de Verdun qui, lorsque je suis arrivé aux responsabilités, était divisée, en conflit avec les autres collectivités. Et aujourd'hui, il y a une vraie synergie. Ça a été évoqué par Jérôme il y a un instant. Et Verdun est redevenu, elle avait perdu cette place, la locomotive de ce département. On en reparlera, énormément de potentialités. La première richesse de ce département est ses habitants. Et ça, nous y tenons, c'est au fondement même de notre engagement, quelles que soient les personnalités, évidemment. Moi, je suis maire de Verdun, président de l'Agglo. J'aime à dire, et on l'a encore vérifié ce jour pour la dernière séance avant le renouvellement, que maire, conseiller départemental, ce sont 2 mandats intimement liés. Parce que on reparlera des compétences, mais elles sont évidemment complémentaires. C'est ainsi qu'on peut défendre les projets pour qu'ils soient subventionnés, pas seulement d'ailleurs, mais pour que ces projets aient une résonance politique. Alors moi, j'ai la chance d'être accompagné de Dominique Gretz, qui était jusque 2020 adjointe à la jeunesse. N'oublions pas que Verdun est le seul territoire du Grand Est à avoir été labellisé PIA, Programme d'investissement d'avenir, en rue jeunesse. Elle est éducatrice spécialisée. C'est une femme de conviction. Et puis, les 2 suppléants, Philippe Dehan, qui est responsable du service agricole à la DDT de la Meuse, et Angelina De Palma-Ancel, qui est aide-soignante. Voilà une équipe
jeune, une équipe rajeunie, une équipe qui croit en ce territoire, qui fait preuve de tolérance, de bienveillance, de détermination, d'engagement, de passion aussi. Et je regrette ce soir, vous me permettrez que, alors que l'essence même de la démocratie, c'est le débat, nous sommes obligés de constater que celles et ceux qui légitimement se présentent au suffrage des Verdunois et des habitants de Civry-la-Perche aient refusé le débat. Voilà. Quand on croit en son territoire, quand on croit en la démocratie, on participe à ce dernier, à ce débat. Voilà. On va parler donc des conseils départementaux, on va parler de la vision de la Meuse un peu après, mais on va bien expliquer à nos spectateurs qui parfois sont perdus entre toutes ces échéances, entre toutes ces élections, entre les régions, les départements, les agglomérations, les villes. Est-ce qu'on peut rappeler, Jérôme Dumont, quelles sont les compétences d'un département, quelles sont les missions d'un conseil départemental ? Alors, le conseil départemental est la collectivité qui s'occupe des solidarités. Donc, des solidarités de la naissance, enfance, famille, jusqu'aux personnes âgées. Autonomie, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, vice-présidence de Véronique Philippe. Et puis l'insertion. Ces trois grandes compétences représentent aujourd'hui 57% des dépenses du conseil départemental. Alors j'entends, puisqu'on est quand même là aussi pour évoquer les projets, certains candidats qui ne sont pas présents dire qu'il y a trop de social. Alors, il faudra expliquer. Alors, oui, on peut considérer 60% du budget sur la solidarité. On peut dire, vu comme ça, qu'il y a trop de social. Alors, on fait comment quand il y a un enfant qui est placé parce que les parents ne sont pas en capacité de s'en occuper? On le laisse à ses parents qui peuvent avoir des problèmes d'addiction, qui peuvent avoir des problèmes de violence. On fait comment avec les personnes âgées qui doivent être placées en EHPAD? On fait comment avec les personnes handicapées qui, on l'a voté tout à l'heure sur le budget supplémentaire, continue d'augmenter, donc on peut s'en féliciter d'une certaine manière que les personnes en situation de handicap aient de plus en plus d'aide de la part de la collectivité. Et puis ce sont les routes, les collèges, l'aménagement du territoire, et ça ce sont les compétences obligatoires, plus des compétences qui sont dites partagées, le sport, la culture, le numérique, la fibre. Rentre pas dans les détails, j'en ai oublié, le SDIS, les sapeurs-pompiers, je crois avoir fait le tour. On parlera de tous ces sujets ce soir. Dans tous les cas, juste un mot sur les deux cantons pour bien également qu'on comprenne. Verdun 1, c'est une grande partie de Verdun, avec la commune de Civry-la-Perche, 10 100 habitants, je crois. Et pour Verdun 2, c'est le reste de Verdun, plutôt la partie sud, avec Berru en Verdunois, Belleret, Audinville et Duny-sur-Meuse, 10 600 habitants. Selon les derniers recensements. Samuel Lazare, vous êtes maire de Verdun, vous l'avez dit, vous êtes président de la communauté d'agglomération du Grand Verdun, vous êtes également président du conseil de surveillance de l'hôpital de Verdun-Saint-Mihiel, en plus d'être conseiller départemental depuis 2015. Que répondez-vous ? Depuis 2011. Depuis 2011, que répondez-vous à tous ceux qui dénoncent un cumul de beaucoup de mandats ? Avez-vous le temps d'honorer tous ces mandats ? Oui, alors, je rappelle juste que le président de la communauté d'agglomération du Grand Verdun est le corollaire d'un rassemblement, d'un regroupement de communes. Il faut savoir qu'on n'est pas élu par nos concitoyens président de l'intercommunalité. On est élu par les élus qui composent la structure et l'assemblée intercommunale. Quand on sait que dans l'agglomération du Grand Verdun, première de France en termes d'intégration fiscale, c'est-à-dire que 90% des compétences sont transférées à l'agglomération. Autrement dit, si le maire de Verdun n'était pas le président de l'agglo, il n'aurait pas de pouvoir. Deuxièmement, maire, conseiller départemental, on pourra y revenir. Ce sont deux mandats intimement liés et on le démontre au quotidien. Président de l'hôpital... Mais ce ne sont pas les mêmes c'est pas les mêmes compétences. Ce ne sont pas les mêmes compétences, mais il y a une complémentarité des compétences. C'est ça qui est important de suggérer. Et puis, président du conseil de surveillance de l'hôpital, c'est une fonction éminente, non rémunérée, je tiens quand même à le préciser, et j'y consacre énormément d'énergie. Et d'ailleurs, on en reparlera certainement, l'hôpital de Verdun, établissement support du GHT, c'est-à-dire de 9 centres hospitaliers, va investir 55 millions d'euros. Et ça, c'est le résultat aussi de l'engagement et du poids politique. Donc, vous savez, quand on dit il cumule,
Oui, maire, président d'agglo, conseiller départemental. On cumule. Moi, je pense 15-17 heures par jour. Tous les Verdunois le savent. Depuis 2014, je suis présent. Parfois, on me reproche d'être omniprésent. En tous les cas, on n'a jamais, depuis 2014, pu constater que le maire de Verdun n'était pas ou n'assumait pas ses prérogatives, ses responsabilités. Et je défie quiconque, d'ailleurs, c'est dommage qu'ils ne sont pas présents ce soir, celles et ceux, pour voir si je ne maîtrise pas mes dossiers. Voilà, tout simplement. On parlera des dossiers. François-Xavier Franceschini, Oui. vous n'avez pas été conseiller départemental. Tout à fait, non. Concrètement, un conseil départemental se réunit à quelle échéance? Comment ça se passe? Je ne veux pas vous piéger, Bah non, je mais veux, vois pas, je veux oui, juste je vous vois pas. demander, Oui, tout à fait. parce que c'est une question que beaucoup de spectateurs se posent. Est-ce qu'il y a une récurrence? Est-ce qu'on réunit des conseils départementaux chaque semaine, chaque mois? Je ne sais pas. Bah écoutez, je ne sais pas quelle est la fréquence. Jérôme Dumont sera peut-être plus à même à répondre à la question. Au moins une fois par tout à fait, trimestre, parce c'est que, ça? voilà. Ouais, c'est un peu plus, c'est une fois par mois, plus les commissions, Mmh. et puis ça va dépendre également de la période. Il y a un rythme en fait, hein. Il y a le vote du budget, il y a un certain nombre d'impondérables. Allez, c'est 2-3 fois par mois en séance complète, plénière ou en commission D'accord. permanente ou en commission. Et il y a des commissions en plus des séances. François-Xavier Franceschini, je reviens vers vous puisque... Pas de question piège encore. Non. Celle-ci, parce que là, moi, je ne suis pas conseiller départemental. Non, je vais vous poser une question. Oui, allez-y. Sur votre liste, vous conduisez une liste Oui. très large, on Oui, peut le tout dire, à fait. 5 partis, on l'a Bien dit sûr. tout à l'heure, allant Ouais. du Parti Socialiste au Parti Communiste, en Oui. passant par les Insoumis, les Mmh. Verts. Pourtant, ce ne sont pas forcément les mêmes combats. Comment vous avez réussi à faire consensus avec ces 5 Là, partis? je vais vous couper tout net. Si, ce sont les mêmes combats. On est sur les mêmes, la même ligne directrice, je vais dire, au niveau social, au niveau écologique, au niveau économique aussi. Et au niveau écologique, on va parler de Bure, par exemple, ce soir, en disant que là, on a une convergence d'idées sur le fait qu'on ne veut pas de Bure en Meuse, tout simplement. L'enfouissement des déchets nucléaires. Si vous étiez on n'en veut d'accord pas. sur toutes les lignes, il y aurait un seul parti. Ben oui, mais justement, la diversité, la pluralité fait partie justement de cette richesse. On ne peut pas être effectivement sur la même longueur d'onde en permanence, c'est pas possible. Et il y a la confrontation nous permet justement d'aborder des sujets de façon différente et de nous construire. Hein. C'est vrai que le Parti communiste a eu des différences au niveau du nucléaire, etc. Mais on a eu des Et aussi au niveau convergences. national, il y a Et au pas niveau forcément... national, mais on a réussi parce que je pense qu'il y avait une chose, il y avait une dignité. Ensuite, si vous voulez, les électeurs, les citoyens, les Meusiens ont beaucoup souffert de la crise de la Covid. Il paraissait évident de se réunir pour proposer un projet commun pour les Meusiens. Tout simplement. Donc, il est vrai qu'on pouvait partir chacun de son côté, etc. Mais la difficulté des citoyens fait que nous nous sommes rapprochés et nous avons essayé de faire un projet commun pour essayer de sortir du marasme économique dans lequel nous sommes. Parce qu'effectivement, à l'heure actuelle, on ne voit pas beaucoup les conséquences économiques, mais elles vont arriver, forcément. Il va y avoir une résurgence de la précarité, de la pauvreté dans le département comme en France, puisqu'on a supprimé 100 000 emplois et beaucoup plus encore, 200 000 peut-être au niveau national. Et donc on a une augmentation par exemple de la précarité avec une augmentation de besoins des banques alimentaires. On a... En Meuse aussi, au niveau de la protection d'enfance, Jérôme Dumont le soulignait, il y a une forte augmentation des enfants placés, qui est supérieure au niveau national. Donc il va falloir répondre à toutes ces urgences sociales, économiques et écologiques. Parce qu'on a voulu aussi, quelque part au niveau écologique, bâtir quelque chose. Donc, c'est pour essayer d'avoir un nouveau paradigme, si vous voulez. Donc, je ne vais pas m'étendre. Et on y reviendra. On y reviendra. Alors, on y reviendra, bien sûr. Jérôme Dumont. Juste préciser par rapport à ce que vous dites, il y a une union de la gauche au niveau départemental tout à fait, Jérôme. sur le canton. Vous êtes également candidat aux élections régionales. Et si j'ai bien tout à compris, fait, l'union de la gauche, elle n'est pas... mise en place sur les régionales. Alors, je vous dis Je ça... le regrette profondément. Je vous dis ça parce que, en fait, nous, notre slogan, on va peut-être en revenir, c'est « Unis pour votre avenir ». Et l'union, elle est très forte. Il y a eu des divisions entre... L'union avec qui? L'union, justement. L'union entre les collectivités.
Je prendrai des exemples tout à l'heure. Mais en fait, on se rend compte que si chaque collectivité parte chacun dans leur sens, en fait, on ne pourra pas faire de grandes choses. Je vous donne l'exemple de la fibre. On en reparlera tout à l'heure, mais la fibre, c'est bien le résultat de la convergence de toutes les collectivités, le département, la région, évidemment les communautés d'agglo et les communes, l'État et l'Europe. Et c'est uni toutes les collectivités. Moi, je vous dis ça parce qu'on est dans une majorité départementale qui est de centre et de droite. La région Grand Est, qui est aujourd'hui gérée par Jean Rottner, est également de la même tendance. Et c'est pour ça qu'on a pu avancer. Je ne suis pas là pour faire de la politique politicienne parce qu'on peut très bien travailler avec des collectivités qui sont plutôt de tendance centre ou centre-gauche. Mais il faut qu'il y ait une convergence et on ne peut pas avoir des oppositions. Et aujourd'hui, les extrêmes, quelles qu'elles soient, seraient un vrai danger pour notre territoire, pour la Meuse, parce que la Meuse seule ne pourra rien faire. C'est-à-dire que la collectivité conseil départemental peut faire beaucoup, mais elle ne peut pas tout faire. Et c'est pour ça qu'on doit trouver des alliés, des alliances. Et quel plus bel exemple que le projet Fibre qui va permettre à tous les habitants meusiens d'avoir la fibre à partir de début 2023. En parlant d'alliance, Samuel Hazard, vous aviez un parrainage de La République En Marche aux élections municipales, un soutien. Avez-vous des soutiens de La République En Marche, du Parti Socialiste, pour ces élections ? Alors, ça me fait toujours sourire parce que j'ai jamais eu de parrainage officiel par La République En Marche en 2014. Ils ont apporté, ou en 2020, où ils ont apporté leur soutien sur votre antenne à la liste que j'ai conduite. Et vous l'avez pas refusé ? Non, je n'ai pas refusé. Comme je vous l'ai dit d'ailleurs le soir de notre réélection au premier tour, moi je travaille avec toutes celles et tous ceux qui croient en Verdun, qui croient en la Meuse. Et pour ces élections ? Et d'ailleurs, moi je suis socialiste. Dominique Gretz est socialiste. Philippe Dehan est plutôt Europe Écologie Les Verts. Angelina de Palma-Ancel est socialiste. Vous avez l'investiture du Parti Socialiste ? Il n'y a pas d'investiture. Pas d'investiture. Mais moi, je suis socialiste depuis l'âge de 18 ans. Je n'ai jamais renié ce que je suis, ma filiation. Mais encore une fois, ce qui est très important, c'est de ne jamais renier ce que l'on est, mais de travailler avec toutes celles et tous ceux, en effet, qui ne sont pas et qui ne se réclament pas des extrêmes. Parce que la République et les extrêmes, c'est l'antithèse de la République. Et ça, ne peut pas, l'extrême droite, notamment, ou l'extrême gauche, celle la plus radicale, qui, de toute façon, est constamment en train de critiquer ce que l'on peut mettre en place, les dispositifs, les politiques publiques, qui n'est pas au quotidien comme on peut l'être quand on est élu. C'est ça qui est important. Voilà. Donc, vous savez, moi, je n'ai aucun problème avec l'étiquette politique. Je crois avoir démontré depuis 10 ans ou depuis 7 ans en tant que maire et président d'Agglo, moi, je travaille avec celles et ceux qui croient en ce territoire pour nos concitoyens. On va rentrer dans les dossiers maintenant. On va parler de la Meuse, à commencer par l'économie. François-Xavier Francescini, oui. Vous parlez dans votre programme, vous souhaitez améliorer les services publics et les commerces de proximité. Tout à fait. Comment ? Alors, comment on va reprendre les choses de façon plus pragmatique. On va dire que d'un point de vue écologique, parce que l'écologie, l'économie, le social, tout est lié. Hein, on va dire que aujourd'hui, on parlait de la région avec Jérôme Dumont. Justement, la région s'est avancée dans une agriculture, soutien à une agriculture intensive, d'accord ? Que ce soit dans les projets de méthanisation. Hein, les projets de méthanisation qui existent au niveau de la région ne sont pas bons. Ne sont pas bons pour la planète, ne sont pas bons pour la région. Pourquoi ? Parce qu'on veut faire de la méthanisation une source d'énergie nouvelle. Mais c'est totalement anti-écologique. Donc, parce que à l'échelle industrielle, d'accord, les produits azotés qu'on va mettre à chaque fois qui vont ressortir de la méthanisation vont être dangereuses. Donc, voilà pour la région, elle s'est lancée dans des aventures anti-écologiques qui sont désastreuses. Donc ça, c'est pour le dire. Donc, à notre niveau, on peut parler de la méthanisation, mais je ne vais pas me limiter à la méthanisation, mais à l'échelle humaine, à l'échelle de la ferme. Là, oui, c'est intéressant, d'accord, pour produire du biogaz.
Dans le commerce et dans l'économie, il faut développer le commerce local, les commerces de proximité, soutenir l'artisanat. Pourquoi? Pour qu'on ait un cercle vertueux au niveau des circuits courts. Ça permet de garder la richesse aux Meusiens. À partir du moment où on achète local, où on produit local, au niveau des denrées alimentaires, au niveau de l'habillement, au niveau de l'ameublement, au niveau de biens de consommation, des biens et des services, forcément cet argent va rester en Meuse. Alors qu'est-ce et qu'on fait produire concrètement? en Meuse. On donne des subventions? Forcément. Alors il va falloir donner des subventions à des entreprises qui le méritent. D'accord? Parce qu'il faut qu'elle respecte certaines conditions. Les conditions, c'est de respecter l'écologie, c'est de respecter l'humain, d'accord? C'est par exemple, et ça se fait dans des structures comme les SCOP, les SIC, d'accord? Qui sont des coopératives, etc. Parce que ça permettra de développer l'artisanat. Alors, il faut donner des subventions, oui, effectivement, mais il faut aussi qu'il y ait et je parlais tout à l'heure d'un changement de paradigme. C'est-à-dire qu'il faut instaurer un changement de mentalité dans les esprits. À partir du moment où on va faire en sorte que les gens achètent local, ils vont s'enrichir. C'est pour eux. À partir du moment où vous allez acheter dans des commerces franchisés, cet argent va partir. Il va partir où? Dans les mains des actionnaires et dans les paradis fiscaux. Tandis qu'à partir du moment où on développe une économie locale, structurée dans des coopératives, dans des actions sociales, écologiques, cet argent-là va rester sur le territoire. Et c'est ce qui permettra au département de se développer. Puisqu'on va développer des recettes qui vont permettre au département de se développer et surtout d'être un bouclier social ensuite pour tout ce qu'on va avoir dans les années à venir. Jérôme Dumont, comment au niveau départemental on peut aider justement ces entreprises locales? Alors ces déjà, petits commerces le conseil départemental n'a plus la compétence économie. Donc Ça dépend. donc, Non. il n'y a- je vais- il y a je vais aucun préciser, levier. donc Non, pas dans le ce- conseil, dans- le Jérôme conseil, Dumont et François le Xavier conseil Franceschini après. départemental Tout à ne fait, pourra oui, oui. pas donner de subventions aux entreprises. Ah si, ça se fait en Alors, Meurthe-et-Moselle. Alors, je vais... On va vous répondre dans un instant. Jérôme D'accord. Dumont, on Je vais vous écoute. préciser. Alors, je vais continuer sur l'union des collectivités en prenant plusieurs exemples. Alors, on va pouvoir maintenant, puisqu'on a créé un outil qui s'appelle l'agence d'attractivité et qui va permettre une aide matérielle, une aide en termes de locaux, de choses, et surtout en termes d'image, en termes d'attractivité. Parce que pour faire venir des entreprises, il faut qu'on ait une image qui soit positive. On a plein d'atouts derrière Monsieur Franceschini. On a la Meuse TGV. Donc cette nouvelle agence de Meuse Attractivité a été créée par la région sur l'initiative du conseil départemental avec toutes les collectivités, toutes les codécoms de Meuse. C'est géré par un chef d'entreprise qu'on connaît bien, qui est dans la région de Verdun, directeur de chez Berthold, avec vraiment des personnalités qui veulent changer l'image de la Meuse, parce qu'en fin de compte, ils se sont rendus compte que l'image de la Meuse n'existait pas. Donc il faut qu'on aille vendre la Meuse à l'extérieur. Je vous rejoins sur les circuits courts, je vous rejoins qu'on gagnera à dépenser local, mais notre département, pour se développer, doit faire venir des entreprises extérieures. Ça, c'est le premier exemple que je vous donne sur l'agence d'attractivité. Il y a un deuxième exemple que vous allez bien comprendre qui est situé sur notre canton. Vous avez les fours à chaux de Duny, entreprise emblématique de Duny-sur-Meuse et du Grand Verdunois, qui, peu ou pro, aujourd'hui embauche une centaine de salariés. C'est 80 plus les sous-traitants. Donc, ils produisent de la chaux à destination de l'Allemagne. L'entreprise et la SNCF nous dit attention, la ligne est obsolète. Si vous ne faites pas les travaux, tous les organismes publics, on ferme la ligne. Donc, qu'est-ce que nous avons fait avec Claude Léonard, président du département, président du GIP, Philippe Mangin et la région, les collectivités, le Grand Verdun et la Codécom Meuse-Voie-Sacrée, Val-de-Meuse, Voie-Sacrée. On a réussi à trouver les financements pour que cette ligne, qui fait 9 km, permette de continuer à acheminer les wagons de chaux qui partent en Allemagne. Ça fait deux éléments. En fait, première chose, on a maintenu les emplois. Et deuxième chose,
je ne pense pas qu'il serait parti, le groupe Lost, qui serait parti. Mais s'il n'y avait pas eu ces trains, on aurait remis des camions sur les routes et on revient à ce qu'on disait sur les mobilités douces. Et le village de Dugny aurait été fortement encombré par ces camions. Et juste pour terminer, Un dernier mot. terminer là-dessus, c'est bien la conjugaison une nouvelle fois de toutes les collectivités et notamment le GIP, c'est-à-dire qui nous permet d'avoir ce levier et d'investir dans les entreprises et d'investir dans les infrastructures. Je pourrais également, et je vais laisser la parole aux autres personnes, c'est Le temps le file. contournement est également de Verdun qui permet également d'attirer et de désengorger le secteur, le centre-ville de Verdun, qui est grâce au fond du GIP aussi et du département. Mais François-Xavier Franceschini, très courte réponse après. Oui, on mais enchaîne. je serais tenté de dire tant mieux pour l'attractivité de la Meuse. Malheureusement, depuis 20 ans, la Meuse perd des habitants. Nous sommes passés de 200 000 à 180 000 habitants. Donc, quels que soient les projets que vous faites et que vous avez faits, on est censé dire qu'il y a un réel problème d'attractivité. La désertification de la Meuse est en cours. Donc, il va falloir changer de braquet rapidement. Parce que, et là vous parlez de la mobilité, je pense qu'on en parlera tout à l'heure, mais c'est un problème aussi. Donc je pense que quelque part, si on veut attirer du monde en Meuse, c'est profiter de sa ruralité. Et c'est son or vert, c'est le fait d'établir des personnes qui vont rechercher maintenant autre chose que d'être dans des mégapoles. Maintenant, les gens veulent s'installer, beaucoup de gens vont s'installer dans les ruralités. Donc il faut penser que les choses vont changer. Et les gens vont aller vers la campagne. Donc il faut faire en sorte que les services publics de proximité soient là. Il faut que les infrastructures soient là. Sinon, on va louper le coche. Comment on redonne de l'attractivité justement à la Meuse, Samuel Lazare? Il y a beaucoup de choses qui ont été dites et je voudrais y revenir et ça va répondre à votre question qui est au cœur évidemment de l'ensemble des politiques publiques et qui nous influence. En effet, la Meuse, elle a un avantage, un atout indéniable. C'est sa situation géographique. Elle est au cœur de l'Europe. Elle est au cœur de l'Europe. On a la ligne à grande vitesse, on a l'autoroute. La ligne à grande vitesse, personne n'y croyait. La gare Meuse, on n'y croyait pas. Il y a eu, encore une fois, l'audace, l'engagement de Rémi Herman, du conseil départemental pour infléchir la position de la SNCF. 200 000 personnes qui prennent la gare chaque année. Meuse TGV, c'est un succès? Ah, c'est un succès et on continue de se battre pour que la SNCF ne nous retire pas à chaque fois des arrêts. Parce que sinon, c'est ce qu'on appelle en géographie l'effet tunnel. Le train passe et il ne s'arrête pas. La ligne à grande vitesse, elle a un atout indéniable en termes d'image. L'attractivité passe par l'image. La stratégie de marketing territorial, que j'appelle de mes voeux depuis de nombreuses années, c'est l'agence d'attractivité qui a été constituée, qui doit promouvoir la marque Meuse. Verdun est une marque, moi je le dis depuis de nombreuses années, la Meuse est une marque. Et en effet, lié au contexte sanitaire, c'est vrai, on ressent une appétence, notamment des Parisiens et des gens qui habitent en périphérie de Paris, l'Île-de-France, de quitter leur appartement de 45 mètres carrés, payer 300-400 000 euros pour avoir des pavillons, un bout de terre et de pouvoir élever et construire sa vie. C'est très important. Donc, mais il faut des moyens de communication modernes. Deuxièmement, un atout indéniable, la fibre, tu l'as dit, le plan fibre porté par la région Grand Est, Verdun, zone AMI, c'est Orange puis SFR qui ont déployé la fibre sur la commune de Et sur Verdun. tout le territoire pour 2023. Exactement, mais la ville de Verdun 2020. Ça y est, Verdun, la ville de Verdun est fibrée. Il reste des problématiques de connexion. J'ai encore eu un exemple aujourd'hui, mais la fibre, c'est un élément important en termes de télétravail. Ici, la ville de Verdun, la communauté d'agglo, a contribué à financer ce projet de Raphaël. Nos bureaux, cet espace de coworking. C'est l'illustration que on peut habiter Verdun, travailler pour de grands groupes, être touriste, mais aussi venir ici pour travailler, parce que c'est le cas. Et encore une fois, allier
les atouts culture, sport, tourisme, attractivité des services. Tu as raison, les services, l'attractivité d'une ville, l'attractivité des territoires passe par les services. Et c'est là où le conseil départemental, en complémentarité avec les villes ou les EPCI, de la petite enfance, c'est-à-dire de la crèche, du relais petite enfance, parce que une famille, ce qu'elle souhaite quand pour construire ou pour acheter, elle regarde s'il y a une école, s'il y a une crèche, s'il y a des commodités, si on n'est pas trop éloigné, si le foncier n'est pas trop cher. C'est ça aussi l'atout de nos territoires ruraux. Juste pour préciser quand même que le développement de la Meuse, il peut être exogène avec l'installation d'entreprises. On cite Vellman, par exemple. Vellman sur la zone des Souhèmes, qui est le bassin de vie de Verdun. Je rappelle quand même que Vellman a déjà une entreprise sur Verdun et elle continue à se développer. Et vous remarquerez que toutes les entreprises du territoire de Verdun continuent d'investir et de créer de l'emploi. Faire croire, moi je n'ai jamais fait cette promesse. De dire, avec moi, il y aura l'arrivée de grands groupes. On sait très bien que c'est faux. Par contre, il faut conforter, et c'est ce que nous faisons, et le rôle des élus est éminent en la matière. On me l'a assez reproché. Lactalis, notamment, qui a investi 50 millions, mais vous prenez Berny. Berny ou EMC2. Je voudrais quand même citer ces deux entreprises, oui, rapidement, mais important, néanmoins, parce qu'on a signé une convention avec Sabest, l'abattoir, et avec Berny, par rapport au rejet des effluents. Ça veut dire que même les grands groupes qui continuent à investir à Verdun, c'est le cas par exemple de Berny ou de MC2, font de plus en plus attention à leur image de marque et à l'environnement. Donc il ne faut pas dire pour autant qu'un grand groupe, il s'assoit sur l'environnement. C'est faux. Et je reviens sur une idée force, le développement des territoires, il est endogène. Il est aujourd'hui, surtout par un territoire comme la Meuse, il est endogène. Ça veut dire que les forces vives, ce sont les habitants. Bien sûr. Et moi, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, sur notamment le local, le consommer local, le produire local, l'espace test de maraîchage bio rue des Fusillés qui va pouvoir commencer au deuxième semestre de cette année, les chèques Big Gift qui booste, si je puis dire, la consommation des Verdunois. Les succursales, oui, je le dis, les succursales ne peuvent pas en bénéficier parce que le siège, c'est-à-dire la décision de fermer par exemple le commerce, n'est pas prise localement. Le magasin Brin de Paille, qui est un bébé de notre collectivité, voilà, magasin de producteurs locaux, tout ça, il est soutenu par les collectivités territoriales. Et c'est ça qui est aussi important, mon cher Tom. Vous parliez d'emploi, vous parliez d'école. On va parler des collèges, oui. Qui est également une compétence du département. Samuel Lazare, je vais vous poser une question dans un instant, mais juste avant, on va parler, puisque vous parlez de numérique également, de fractures numériques qui existent en Meuse notamment. Jérôme Dumont, comment on peut lutter contre la fracture numérique dans nos collèges meusiens ? La fracture numérique, elle est sur le point d'être... Totalement sur Verdun, en tout cas, oui. Si on prend les exemples des collèges verdunois, le collège Buvigné est fibré depuis 2-3 ans. On y a contribué avec SFR. Le collège Maurice Barrès a la fibre depuis 3-4 ans par Orange. Et puis, sur Thierville, c'est la collectivité, le conseil départemental, via son prestataire qui l'a fait il y a maintenant 4-5 ans. Donc cette fracture numérique, elle est sur le point d'être un vieux souvenir. On a beaucoup parlé du plan collège. Dans la partie du plan collège, il y avait... On rappelle le plan collège qui a été voté en fin 2017. C'est ça. Et qui comprenait la fermeture de plusieurs collèges. On s'est focalisé sur la fermeture. On pourra y revenir et je suis sûr que mes collègues vont pouvoir y revenir. Mais dans ce plan collège, il y avait plusieurs points. Et un des points les plus importants, à mon sens, en tant qu'enseignant, c'était celui du plan éducatif numérique. C'est-à-dire que tous les collèges devaient se doter d'un niveau d'accès minimal. Deuxième chose, dans ce plan collège, sur le plan éducatif numérique, c'était les équipements, le matériel. Une tablette pour 5 élèves. Tous les collèges meusiens ont une tablette pour 5 élèves. Je pourrais multiplier les exemples. On est maintenant passé à autre chose. On est en phase de test pour faire du Li-Fi, c'est-à-dire via la lumière. Et puis, je vais faire une réponse courte.
Le plan collège, c'est 80 millions d'investissements sur 10 ans. 80 millions. Et pour Verdun, il y avait 15 millions qui étaient fléchés pour un nouveau collège. Donc, on peut dire, on a fermé des collèges, on a fait... Pour l'instant, sur Verdun, rien n'a été fait, sauf qu'on a 80 millions d'investissements. Dernière chose sur les collèges, un des collèges les plus modernes fait partie de notre secteur, c'est celui du collège d'Ansemont qui a été rénové pour plus de 2 millions d'euros, avec les 3C, avec un collège qui est de plus en plus moderne, avec les normes pour les personnes handicapées, etc. Il y a également, parce qu'on a parlé de la fracture numérique, mais le décrochage scolaire, c'est également un de vos points de programme. François-Xavier Franceschini, comment on lutte contre ce décrochage scolaire ? Alors, le décrochage scolaire, il faut aussi, quand on parle de la fibre, parce que j'y viens aussi, c'est de lutter aussi contre l'électronisme. Le problème, il est là aussi, c'est qu'on va faire en sorte d'avoir le numérique partout, en Meuse et à Verdun, c'est une bonne chose, hein, c'est comme le jour de l'eau froide maintenant. C'est important, c'est important, c'est important. Mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont accès à l'outil numérique et qui savent s'en servir. Donc moi, dans les propositions que je fais, c'est justement quand on parle du commerce local, quand on développe des épiceries locales dans les villages. Le numérique, on en parlera un petit peu après. après. D'accord, mais j'y reviens, c'est juste une parenthèse. Donc ça permettra aux personnes âgées, quand il y a une petite épicerie locale, etc., avec un couple de jeunes qui tiennent cette épicerie, d'avoir un espace numérique et de permettre d'avoir d'accueillir des personnes âgées, justement. C'est sur ça, le décrochage scolaire ? Alors, sur le décrochage scolaire, alors je peux en parler. C'est vrai que, parce que de par ma profession, je suis éducateur spécialisé auprès d'enfants placés. Et donc, je sais que ça a été une catastrophe pour eux. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas assez de moyens en termes d'encadrement, tout simplement. Donc, les enseignants font le maximum pour eux. Mais c'est vrai que le décrochage scolaire, il y a les devoirs. On est à l'école, on apprend. Bon, je ne suis pas professeur, je ne vais pas donner de leçons à des professeurs qui sont en face de moi. Mais en tant qu'éducateur, je peux vous dire que la difficulté, c'est les devoirs, c'est l'accompagnement pour pouvoir progresser, c'est la lecture, c'est les calculs. On apprend des choses à l'école, mais il faut la restitution ensuite à la maison. Donc, je pense que là où ça a marché, c'est que quand il y a les centres sociaux et culturels, que ce soit à Antoine, que ce soit à la Cité Verte, etc., permettent justement à des enfants en difficulté d'aller... Alors, ce qui est difficile, c'est de trouver des bénévoles, des accompagnants qui peuvent suivre les devoirs, les accompagner et progresser. Donc ça, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on n'en a pas. Donc, est-ce qu'il faut créer des postes dans les centres socioculturels, justement, pour accompagner ces enfants-là qui sont dans la difficulté ? Oui, je pense. Parce que c'est là. Le décrochage scolaire, il vient de là. Et le numérique, tous les enfants n'ont pas forcément un ordinateur à la maison aussi. Donc ça aussi, il faut le concevoir. Il y a 3 collèges publics dans ce canton. Dans le canton de Verdun 1, je reviens vers vous, Samuel Lazare. Je m'en mêle un peu les pinceaux entre les deux cantons. 3 collèges publics dans le canton de Verdun 1. Vous dites dans votre programme que vous voulez continuer de réhabiliter ces collèges. Que souhaitez-vous faire concrètement ? Alors, je voudrais juste revenir, si vous me le permettez, sur la problématique numérique dans les collèges. Jérôme a évoqué, en effet, il y a 3-4 ans, moi j'aimerais qu'on parle de synergie parce que quand il y a eu des problématiques au collège de Thierville, quand il y a eu des problématiques au collège Buvigné, quand il y a eu des problématiques au collège Barès, mais je pourrais citer Sainte-Anne, qu'est-ce qu'on a fait ? Les collectivités, elles ont contribué à financer. Rappelle-toi, par exemple, à Thierville, on était au collège de Thierville pour participer financièrement, évidemment, dans le cadre des travaux, pour amener la fibre jusqu'à l'établissement. C'est très important. Deuxièmement, le numérique, oui, au service, mais c'est un outil et ça ne doit pas être l'outil. Non, tout à fait. C'est un outil. C'est un outil parmi tant d'autres. C'est un outil et je reste convaincu, en tant que professeur, qu'il n'y a rien qui puisse remplacer des éducateurs et des enseignants. C'est très important. Parce que lorsqu'on fait appel aux collectivités, lorsqu'on fait appel en dehors de la classe, du temps de classe, quand on fait appel aux centres sociaux notamment, mais le temps scolaire, il est essentiel. Et les problématiques que tu soulèves doivent être réglées en amont, c'est-à-dire sur le temps scolaire.
enfin sur les établissements de Verdun. Vous savez que je suis très attaché à ces établissements, que ce soit le collège de Thierville, j'étais élève au collège de Thierville, j'étais surveillant pour financer la fin de mes études, le collège Buvigné, j'y ai enseigné, et le collège Barès également, vous le savez, lorsque en 2007-2008, mon prédécesseur Arsène Lux voulait le fermer. Vous savez que j'ai fait partie, comme beaucoup de Verdunois, en défenseur de ce collège qui est un excellent établissement. On a un réseau de 3 collèges publics, plus Ensemont, où j'ai enseigné également. Et on a des collèges privés. N'oublions pas Saint-Jean et Sainte-Anne. Et moi, je ne veux pas opposer le public et le privé. Moi, je ne suis pas favorable. Et là, on avait une divergence. Je ne suis pas favorable. On me proposait 15 millions d'euros. Samuel, on construit un collège neuf sur Verdun. Ou, parler de Miribel. Qu'est-ce qu'on fait de Barès et de Buvigné? On ne sait pas, on verra après, etc. Où en est le projet, là, concrètement? Le projet n'avance pas. Moi, je suis opposé. Et je le dis très clairement. Tant que je serai le maire de Verdun, je m'opposerai au projet de construction d'un nouveau collège. Je suis tout à fait d'accord. Le collège Buvigné est une institution en cœur de ville, et le collège Barès est aussi une institution et un pôle de citoyenneté, un pôle éducatif, un pôle social. Jérôme et moi, nous sommes les 2 représentants du conseil départemental dans cet établissement. Moi, ce que je demande, on a obtenu, puisque les travaux de la cantine, la restructuration et de l'agrandissement de la cantine à Thierville vont démarrer, 2,2 millions d'euros dans les semaines à venir. Moi, je souhaite, Jérôme le sait bien, je souhaite qu'on réhabilite le collège Buvigné et qu'on réhabilite le collège Barès. Qu'on maintienne des collèges à taille humaine, des collèges où il y a une prise en charge remarquable. Quand on parle d'efficience de la prise en charge, c'est pas que des mots. C'est pas que des mots. C'est une réalité pour des gamins qui peuvent venir de milieux défavorisés, mais qui ont un avenir. C'est ça le rôle de l'école de la République. Donc moi, faire un collège neuf, avec les moyens, les technologies les plus modernes... Mais ça ne remplacera jamais l'humain. Jamais l'humain. Et un collège de 800, il ne faut pas faire ça. Non. Les meilleurs collèges, c'est pas moi qui le dis, ce sont des rapports de l'éducation nationale, c'est ce qu'on appelle les 4-4. 4 6e, 4 5e, 4 4e, 4 3e. C'est ce qu'il y a à Buvigné. Il y a 3 classes par niveau au collège Barès. Il y en a 4 au collège de Thierville. D'ailleurs, j'ai eu une bonne nouvelle ce soir. On s'était battu pour maintenir la 4e classe au collège de 6e, au collège de Thierville. Elle est maintenue, cette 4e classe. Vous voyez comme quoi les élus, ça sert aussi à quelque chose, aux côtés des parents d'élèves notamment. Jérôme Dumont, c'est une nouvelle chance, un nouveau collège. Vous allez dans ce sens? Moi, en 2017, je pensais que c'était une chance. Et on avait un début de consensus autour de cette idée. Force est de constater que depuis 2017, fin avec 2017, le maire de Verdun, tu le sais bien, Jérôme. On n'était pas loin de trouver quand même quelque chose parce que malgré tout, quand on parle de mixité sociale, quand on parle de travaux à faire dans les 2 collèges, c'était pas une idée qui était incongrue de créer quelque chose de nouveau. Après, j'entends bien les difficultés liées à la problématique du quartier pour Barès, qui est dans le quartier des Planchettes, et celui de Buvigné, qui est au cœur de ville, à savoir comment on adapterait ces locaux qui seraient vides. Donc, voilà, on en rediscutera certainement. Moi, j'ai pas d'idée préconçue là-dessus. Je pense malgré tout qu'un investissement de 15 millions d'euros, c'était quelque chose d'intéressant. Si derrière, il y avait des solutions qui étaient proposées. Maintenant, les 2 collèges ou les 4 collèges, puisque moi, je mets quand même également le collège d'Ensemont dedans, d'Uni pour notre canton de Verdun 2, sont sur Ensemont. Voilà, il y a une idée à creuser au niveau départemental. On est des conseillers, on est des élus locaux, mais on doit avoir une vision départementale parce que les décisions qui sont prises sur un secteur ont des influences sur les autres. On parle parfois de classes à 30 élèves. Et s'il y a 30 élèves sur le Verdunois, c'est parce qu'il y en a beaucoup moins dans des zones plus rurales. Et c'est là aussi où moi j'avais essayé d'avoir cette vision qui était un peu plus large. Je voudrais qu'on parle 2 secondes de la jeunesse. Parlons de la jeunesse et après Samuel Lazare, une courte réponse et on parlera de l'emploi. S'il te plaît, merci de me donner la parole. Sur les collèges, et le collège Barès, c'est pas un problème le quartier des Planchettes.
Le quartier des Planchettes, c'est une richesse. Et tu peux en convenir, que ce soit sur l'habitat, que ce soit sur le tissu associatif, sur la question des transports et de la connexion avec le reste de la cité. Le fait qu'au conseil départemental, tu n'y étais encore pas, j'ai réussi à convaincre Christian Lamy, président, et la majorité départementale de modifier la sectorisation pour que Beru, Belleret, Audinville viennent de nouveau être scolarisés au collège Barès. La mixité sociale, elle ne se décrète pas. La mixité sociale, elle se cultive. C'est ça qui est important. Et c'est ce qui se fait aussi au collège Barès. Je voudrais juste préciser que dans le secteur de Jules Ferry et dans le secteur des Planchettes, 129 nouveaux pavillons, plus tous les investissements consentis que j'ai aussi obtenus de l'OPH et grâce aussi au conseil départemental, parce qu'il ne faut pas l'oublier, ce sont des quartiers qui se métamorphosent, qui sont attractifs, et encore une fois, les habitants de ces quartiers, ce sont des gens qui méritent le respect. C'est la première richesse. On l'a entendu. Justement, pour revenir à la jeunesse, on va faire un tour de table, notamment sur l'emploi. On a beaucoup de jeunes qui quittent le département après avoir passé leur baccalauréat pour faire leurs études, pour y vivre aussi. Comment justement préserver nos jeunes et les garder en Meuse? Alors, sur la jeunesse, donc moi, j'ai mis en place un plan jeunesse qui n'a pas eu le temps de se mettre en place. D'ailleurs, si vous regardez un petit peu les panneaux sur Verdun et dans toute la Meuse, il y a une grande enquête pour les 11-29 ans qui n'a rien de politique. Hein. C'est pour la prochaine majorité départementale qui pourra se servir pour savoir ce que les jeunes veulent. Entre 11 et 29 ans, donc il y a une grande enquête, vous pouvez aller sur le site meuse.fr et vous pourrez y répondre si vous avez entre 11 et 29 ans. Il y a une vraie précarité de la jeunesse. On l'a constaté au lycée Marguerite avec les élèves de BTS, à l'IFSI, donc l'école d'infirmières, où on a eu des situations qui étaient vraiment dramatiques, où des jeunes qui sont des bacheliers, qui sont en bac plus 1, bac plus 2, et des jeunes meusiens qui sont partis faire leurs études à l'extérieur, ne pouvaient plus faire leur petit boulot un peu partout, je ne vais pas citer d'exemple. Qu'est-ce qu'on a mis en place au département avec mes collègues Hélène Sigol-Lemoine qui est en charge de l'éducation et Marie-Christine Tonnerre qui est en charge de l'enfance et de la famille. On a mis une aide pour une fois, une aide de 120 € pour tous les étudiants. On avait ciblé 1600 étudiants meusiens à l'extérieur et puis également sur notre territoire. Je crois que la semaine dernière, il y avait 1400 réponses. 1400 réponses sur 1600. C'est la preuve que la collectivité peut répondre à des situations de détresse. Et pour être beaucoup plus large aussi, on a vu que pendant cette période de confinement, en 2020, et je vous rejoins là-dessus, la collectivité départementale était là pour répondre aux besoins, aux carences de l'État, sur les masques, sur les blouses, la solidarité meusienne et la solidarité du conseil départemental avec les imprimantes 3D qui ont été récupérées dans tous les collèges, dans la salle du conseil départemental où on a fait les visières pour les masques, comme le Numéripôle nous avait montré l'exemple. À Bras-sur-Meuse. François-Xavier Franceschini, comment on préserve notre jeunesse et comment on la garde, on la fait revenir en Meuse après les études? Effectivement, ce n'est pas un sujet à polémique. On a un large consensus sur ce sujet-là. Il n'y a pas de souci. C'est une jeunesse qui a beaucoup souffert durant la Covid. Donc, il faut trouver des solutions. Les solutions, elles sortent pas d'un chapeau et ce n'est pas magique. Ce n'est pas évident. Alors après, on n'a pas de solution forcément. Je pense que le département a fait ce qu'il fallait pour soutenir la jeunesse. Maintenant, c'est un problème aussi qui est national, on va dire. Nous, on serait plutôt pour un RSA jeune qui permette à ces jeunes, à partir de l'âge de 18 ans, de pouvoir avoir des subventions, une allocation qui leur permette de sortir de là. Je ne sais pas si c'est des compétences du département. Non, ce n'est pas les compétences du département. Mais forcément, moi, je suis complètement opposé, mais je vous laisse terminer. Voilà, c'est tout simplement... la solution est compliquée parce que on peut en Meuse, nous n'avons pas d'université. Nous n'avons pas tout est en dehors de Verdun et de la Meuse, de Bar-le-Duc. Il faut aller faire ses études à Nancy, à Metz, etc. Donc forcément, lorsqu'on va faire ses études supérieures à l'extérieur, on y reste. Donc c'est difficile. Ensuite,
pour tout ce qui est de l'apprentissage, des BTS, etc., il faut pouvoir revenir aussi en Meuse et proposer des emplois. Les emplois, ils vont être réduits ici. Ça va être un petit peu l'agriculture, ça va être un peu le tourisme, mais dans les entreprises, il faut bien savoir qu'on n'est pas non plus... voilà. Donc c'est assez compliqué de garder les jeunes étudiants ensuite sur le territoire. Voilà, c'est compliqué. Donc il faut trouver des solutions. Et les solutions, on les trouvera à partir du moment où on aura une explosion économique. Donc comme je vous l'ai dit, développer l'économie locale, ça peut être aussi une manière de garder aussi... Parce que beaucoup de jeunes sont attachés à la ruralité de plus en plus. Il y a des changements de mentalité. On va être attaché à la terre, on est attaché à sa famille. On n'a pas envie de partir à Nancy ou à Verdun, ou à Metz, ou loin, ou en Alsace, ou à Paris, etc. Mais il faut pouvoir y rester. Et c'est pas évident, Il faut trouver de l'attractivité. Voilà. Jérôme Dumont, vous vouliez répondre justement sur ce côté social pour la jeunesse. On pourrait quasiment faire une émission là-dessus. On a beaucoup de sujets qui nous attendent. Sur le RSA jeune, moi je suis vraiment opposé. Premièrement, le RSA en Meuse, c'est 32 millions d'euros. C'est un des premiers budgets. Il faut savoir que ça n'est pas compensé par l'État. C'est-à-dire que sur 32 millions, il y a en gros un reste à charge de 7 à 8 millions d'euros tous les ans que le département doit prendre. Et les évaluations de nos services sur un RSA jeune, ça serait 10 millions d'euros à la charge du département. Donc, vous voyez, rajouter 10 millions d'euros sur un budget, donc ça, c'est le côté financier. Et moi, alors là, c'est là où on va avoir des divergences. C'est pas aider les jeunes que de les laisser dans un système où il y a des aides, où il y a trop d'aides. On a, dans mon travail, on a testé avec la région un dispositif qui permet de faire un stage de 6 mois rémunéré à 500 € pour faire un premier pied à l'étrier et pour rentrer en entreprise. Valérie Pécresse, alors je parle de la région puisque c'est les compétences de la formation, a proposé une indemnité en Île-de-France à condition que les jeunes se forment, obligation de formation. Je suis un organisme de formation où je n'arrive pas à remplir mes formations. Et on a du travail en Meuse, dans le bâtiment, dans l'hôtellerie-restauration, dans l'industrie. Oui. Et les entreprises ne trouvent pas, ils viennent nous voir en disant mais qu'est-ce que vous faites, vous les politiques, vous les professionnels de la formation. Oui, mais il faut, on Jérôme a personne. Dumont, je vous interromps. Oui, allez-y, je parle. Je suis désolé. Mais vous trouvez, pourquoi les jeunes ne sont pas attirés vers ces métiers, d'après vous ? Là, il y a une vraie revalorisation du travail manuel. Du travail. Moi, je suis incapable de travailler de mes mains. Mais j'admire ceux qui sont capables de le faire. Oui, mais on n'a pas besoin d'avoir trop de personnes qui pensent et qui vont faire des études. Non, mais c'est pas sur ce sujet-là que je m'interroge. C'est simplement que à partir du moment où pourquoi on va pas dans l'hôtellerie, pourquoi on va pas dans le métier du bâtiment, pourquoi on va pas vers ces métiers-là, d'après vous? Parce qu'il y a une image qui est dévalorisée ou qui n'est pas bonne, à tort. Et il y a un gros travail à faire sur ces métiers. Je pense qu'il y a un problème de salaire. Aujourd'hui, il y a un problème de salaire. Un chauffagiste aujourd'hui, il y a un problème de salaire. Plus qu'un prof. Oui, un chauffagiste, mais pas forcément un maçon, pas forcément quelqu'un qui travaille dans l'hôtellerie. Détrompez-vous sur un maçon. Non, mais sur un maçon. Je peux vous chauffagiste, c'est 2500 €. Oui, tout à fait. On va pas faire une bataille des chiffres ce soir. Mais il y a 10 ou 15 emplois sur Verdun. Il y a un véritable problème par rapport à l'attractivité dans certains métiers. Et donc, effectivement, le RSA jeune, ce n'est pas une solution. Mais en attendant, les jeunes sont dans la précarité. Et plutôt que de voir une file d'attente de jeunes qui sont devant des restos U ou devant des banques alimentaires, je préfère qu'ils aient un peu plus de dignité, qu'ils puissent acheter de dalle. Je crois qu'on a fait le tour sur ce sujet. On va parler de santé et de désertification médicale également. On en parlait dans le débat d'hier, si vous l'avez suivi. La Meuse perd des médecins généralistes depuis de nombreuses années. On a vu l'installation également de maisons de santé. Samuel Hazard, je reviens vers vous, puisque vous avez notamment initié la maison de santé à Verdun. Est-ce qu'aujourd'hui, on a une réponse efficace et est-ce qu'aujourd'hui, on y voit les bénéfices de ces maisons de santé ?
Oui, je voulais Est-ce juste... qu'on a des chiffres? Ah oui, je regrette juste de ne pas avoir pu m'exprimer sur la jeunesse, parce que j'avais beaucoup de choses à Eh dire. bien alors, on vous Non, laisse mais- 30 secondes Non, en pour qu'il y ait 30 une équité secondes, entre tous les... Il faudra Non, nous mais- réinviter pour qu'on fasse un Eh ben, débat sur la jeunesse. Tom, vous les reviendrez. questions que vous posez Vous sont reviendrez. des questions pertinentes. Et on ne peut pas, en 30 secondes, Ouais. développer c'est assez. l'ensemble des axes sur la jeunesse, mais il y a beaucoup de choses à dire. Un point important sur la santé. Je vous remercie. L'attractivité d'un territoire passe aussi, et pas seulement parce qu'on est dans un contexte sanitaire et une crise sans précédent. Depuis 2014, depuis que je suis maire de Verdun, tout à l'heure vous me disiez, vous cumulez maire de Verdun, président du conseil de surveillance de l'hôpital. Le premier dossier en tant que président de la structure hospitalière, ça a été, je me suis battu pour reconstruire le SSR, le soin de suite et de réadaptation, sur le site des Deux Androuins. Puisqu'on était dans des conditions indignes d'hospitalisation sur des bâtiments qui dataient de l'époque américaine, donc avant 1966. Aujourd'hui, on obtient 55 millions de haute lutte, deuxième IRM, deuxième scanner. On reconstruit l'ANEC devant l'hôpital central, pour ne prendre que ces exemples-là. On en parle depuis 40 ans de la déconstruction de l'ANEC et la reconstruction de l'ANEC. Le groupe Clinéa va investir 15 millions d'euros sur le site de Desandrouins. Collaboration publique-privée, 100 emplois de créer. Se pose la question de la formation des aides-soignantes et des infirmières, l'IPSI, l'IFAS, j'en suis président. Et la problématique n'est pas spécifique à Verdun, d'ailleurs, puisque, on le sait, on en a encore parlé aujourd'hui au conseil départemental, à Verdun, il manque, à l'heure où on parle, 25 infirmières. Et tous les secteurs du médico-social aussi, puisqu'ils ont été les oubliés du Ségur, d'où le courrier que j'ai pu adresser à Olivier Véran et la motion que l'on a adoptée à l'unanimité aujourd'hui au conseil départemental, parce qu'il y a une telle inéquité qu'à un moment donné, tous ces métiers où il y a de l'engagement, du professionnalisme, de la bienveillance, sont complètement oubliés. Mais quand je dis ça, reprenez les courriers que j'ai écrits. J'ai pas attendu la crise du Covid pour les écrire. Je me souviens du courrier de Madame Buzyn, il est dans mon bureau à quelques mètres de là, où elle me disait que tout allait bien à l'hôpital public. Juste pour préciser, la maison de santé de Verdun, merci d'en parler. Parce que j'ai écouté hier votre débat. J'étais, je me permets de le dire, quand même étonné de ce que j'ai entendu de la part d'un candidat qui n'habite d'ailleurs pas le secteur du canton de Belleville. Il se reconnaîtra. Enfin, j'espère pour lui. La maison de santé de Verdun, nous sommes partis d'un constat. 2000 Verdunois n'avaient plus de médecins généralistes. La fuite des professions libérales. Et donc, encore une fois, dans une collaboration médicale, médecine de ville, médecine hospitalière, on crée une maison des internes à Verdun. Elle a une singularité, interne de ville, interne hospitalier. Premier point. Et vous savez que les internes hospitaliers, demain, ce sont des praticiens aussi en ville. Deuxièmement, quand on me dit, puisque moi j'étais très critiqué sur le projet de la maison de santé, vous savez que mon opposition, toujours opposition d'ailleurs, c'est bien pour Verdun, est opposée à la maison de santé. On a 2 nouveaux médecins généralistes, donc on a moins de Verdunois qui n'ont pas de médecin, mais on a encore des Verdunois qui n'ont pas de médecin. On va avoir prochainement 5 médecins généralistes. Un interne arrive. Ça veut dire que si vous ne faites pas de maison de santé, on en est tous convaincus, hein, la Meuse est le département où il y a plus de maisons de santé. Eh bien, si on n'a pas de maison de santé, ces maisons de santé mais la maison de santé de Verdun, 23 professionnels. On prend, exemple, 2 nouveaux cardiologues qui viennent d'intégrer la maison de santé. Il y avait 2 kinés, ils sont passés à 4 avec 2 jeunes kinés qui ne sont pas de Verdun. Juste pour préciser que, encore une fois, nous allons poursuivre. Je le dis, et là c'est sur le canton de Verdun 2, mais c'est à Verdun, sur le secteur de Jules Ferry. Ouais. Nous allons acquérir un bien pour un pôle de santé connecté à la maison de santé mère, et il y aura un pôle de santé sur le site de Miribel. Aujourd'hui, les jeunes praticiens ne veulent plus s'installer s'il n'y a pas de maison de santé. Et en plus, je suis fier, et là, le conseil départemental a joué un rôle éminent. Encore une fois, l'utilité de cette complémentarité maire-conseil départemental, c'est il me santé. La maison de santé de Verdun, la seule de ville, va accueillir la téléconsultation. Ça ne répond pas à tous les enjeux, mais ça y répond aussi. Ouais. Et je tiens quand même à préciser que la santé, encore une fois, c'est le bien commun et c'est un facteur d'attractivité essentiel pour nos territoires ruraux. Jérôme Dumont, les maisons de santé, réponse efficace ?
Évidemment. Depuis 2003, de mémoire, la première maison Depuis de 2006. santé. Depuis 2006. Depuis 2006. Donc sur Vignoles, la première maison de santé, puis des maisons de santé sur Dieu, sur Belleville, sur Thierville, maintenant sur Verdun. Je voudrais compléter ce que Samuel Hazard vient de dire sur Imeuse Santé. Parce que On rappelle ce que c'est Imeuse Santé. Imeuse Santé, comme son nom l'indique, c'est en lien avec, encore une fois, la région, le département de la Meuse, de la Haute-Marne, pour expérimenter des solutions de télémédecine. Ça vient d'être évoqué. Alors, la différence avec Doctolib ou d'autres solutions, c'est que le médecin qui va prendre en téléconsultation est un médecin qu'on connaît. Il est, pas vers Dunois, mais presque. Il est basé à Souilly. Oui. Donc, en fait, Il habite à Verdun. il habite à Verdun. Quand vous aurez la solution de télémédecine, vous aurez un médecin meusien. Parce que bien trop souvent, les solutions, ils sont dans le sud de la France, voire ailleurs. Donc ça, c'est une expérimentation de télémédecine. Mais il n'y a pas que la télémédecine, il y a la télésurveillance. Parce que ce qu'on manque également sur Verdun et en Meuse, c'est des médecins spécialistes, les seconds recours. Et on a également des expérimentations avec un téléphone portable, par exemple, pour les maladies cardiovasculaires. On pourra avoir une alerte qui permettra de dire attention, vous êtes en danger ou vous êtes en situation faible, allez voir votre médecin. Et également pour le diabète. Donc il y a des petites startups qui sont en lien, encore une fois, avec le CEA, le Comité à l'énergie atomique. On est allé les visiter la base à Grenoble. Et ça, c'est une chance extraordinaire pour notre département parce qu'on va pouvoir tester le suivi, par exemple, pendant la période de Covid, mais même avant, des femmes enceintes. Plutôt que de se déplacer, et on sait bien que des femmes enceintes peuvent être à risque, peuvent perdre leur bébé en se déplaçant, là, le suivi peut être fait à distance. Ça, c'est vraiment un plus. Ça ne remplacera pas la présence humaine du médecin. Il faut qu'on continue à se battre pour attirer des médecins. Mais aujourd'hui, les médecins seuls, comme on a pu les avoir, les médecins de campagne, qui font 80-90 heures c'est impossible. Ils veulent être à plusieurs et ils veulent profiter de la vie aussi, comme tout à chacun. François-Xavier Franceschini, vous, et là on va revenir sur le niveau meusien, on a donné des cas concrets, vous voulez mettre en œuvre une politique de santé publique efficace. Comment ? Une santé publique, là on va toucher du doigt tout ce qui touche les Meusiens, surtout lorsqu'on a vu la maternité, la pédiatrie de Bar-le-Duc fermée. Donc c'est cet hôpital public qui se vide de ses services au fur et à mesure. Donc ça, c'est un véritable danger. Parce que maintenant, la maternité, alors effectivement, on peut voir qu'à la maternité de Bar-le-Duc, les femmes peuvent toujours aller consulter des gynécologues, etc. Mais en termes d'accouchement, elles sont obligées d'aller sur Saint-Dizier ou dans d'autres hôpitaux. Ou à Verdun, tout à fait. Mais ce qui est vraiment dramatique, alors là, on peut revenir en arrière, mais il faudrait une volonté politique nationale pour réouvrir une maternité et une pédiatrie, parce qu'on a fermé aussi une pédiatrie à Bar-le-Duc. Mais c'est véritablement désastreux. C'est véritablement désastreux pour les enfants qui vivent dans le sud de Bar-le-Duc, dans le sud meusien. Parce qu'aujourd'hui, on a un défaut de pédopsychiatre. Et donc, l'ensemble des enfants qui ont des problématiques ou qui sont malades au niveau de la pédiatrie, qui ne sont plus accueillis en urgence au niveau de Bar-le-Duc, reviennent sur l'hôpital de Verdun. Et donc, ça pose des problèmes parce que, en termes d'encadrement au niveau infirmier et même de la pédopsychiatrie ou de la pédiatrie en général, on n'a pas la structure accueillante, suffisante. Donc, effectivement, je le dis, ça suffit. Ça suffit. Maintenant, comment on peut concevoir que la ville de Bar-le-Duc, qui est la capitale, la préfecture de Meuse, ne puisse plus avoir de maternité et de pédiatrie. Voilà, ce sont des choses... Que peut faire le département alors ? Que peut faire le département ? Eh bien là, je veux dire, moi je me suis battu avec des camarades, avec beaucoup d'associations, pour essayer de faire en sorte que cette pédiatrie, cette maternité ne ferme pas. Malheureusement, il y a eu une volonté politique qui a fait qu'on a voulu même fermer aussi les urgences de Bar-le-Duc. Enfin, à ce moment-là, on se rend compte du danger aujourd'hui de ces fermetures. Fermer les urgences à Bar-le-Duc en pleine crise de la Covid, vous imaginez un petit peu de la difficulté. Il faut rappeler quand même qu'on est en sous-effectif, comme le rappelle Samuel Hazard, au niveau des infirmiers. Mais on est aussi en difficulté lorsqu'on a réussi uniquement à créer 15 lits ou 20 lits en réanimation sur l'ensemble de la Meuse. Ça paraît dérisoire, mais malheureusement, on n'est pas en capacité de faire plus.
Donc il faut se battre, c'est là où je dis effectivement, il faut des collectifs, il faut mobiliser la population pour que on ne lâche rien, on ne lâche plus rien maintenant. C'est terminé, puisque sinon on va fermer aussi les... Il a été envisagé à un moment donné de vouloir fermer les urgences le soir à Bar-le-Duc, il me semble. Donc maintenant ça suffit. Donc un service public, on aura beau multiplier les services, les maisons de santé autant qu'on veut, mais ça ne remplacera jamais un hôpital public, avec des spécialités et des gens qui sont là pour vous accueillir dans des cas les plus graves. Voilà. Comment le département peut agir là-dessus, Samuel Lazare? Alors, au niveau départemental. Oui, mais c'est pas qu'une problématique départementale. Non. Je suis désolé quand même de préciser que, en fait, le problème de l'hôpital public, il date de Nicolas Sarkozy. Et avec Madame Bachelot, qui à l'époque était ministre de la Santé, qui a décidé à un moment donné qu'il fallait faire de sérieuses coupes sombres dans la santé publique. Je vous rassure, hein, ou je vous rassure pas d'ailleurs. Marisol Touraine, ministre de la Santé de François Hollande, a fait la même chose. Ils ont supprimé près de 30 000 lits et le début du quinquennat Macron, c'était la même chose. Madame Buzyn, je peux ressortir le courrier où tout va bien dans l'hôpital public. C'est comment des groupes, des bureaux d'études gracieusement payés par l'Agence régionale de santé qui, pour moi, je ne parle pas de l'ARS Meuse, avec qui on travaille très bien. Regardez la réactivité exemplaire que l'on a mise en place, notamment dans le cadre du Covid. Et pas seulement d'ailleurs de la vaccination, mais notamment la vaccination. Mais l'ARS, c'est l'émanation de la technocratie parisianiste qui est l'ennemi de la démocratie. Il venait, je ne vais pas vous citer le nom du cabinet, des médecins à l'hôpital, rhumatologues, 40 ans de pratique médicale, et qui, ces jeunes médecins de 27 ans, parce que je me souviens d'une en particulier, qui lui dit « Docteur, vous parlez de médecine sociale, mais le médecin ne fait pas de social. Le taux d'occupation, il est de 68%. Les ratios, c'est 80%. Allez voir le docteur Cornu et son service de pneumologie, remarquable à Verdun, d'envergure nationale, où on lui disait « Oui, mais les taux ne sont pas ceux et la durée moyenne de séjour est trop élevée. Oui, mais j'ai les soins palliatifs. Ah oui, mais non. » C'était comme ça qu'on gérait l'hôpital public. Donc aujourd'hui, on commence. On verra. Parce qu'on est encore loin de voir ce qui a été annoncé, des promesses et des engagements faits. Moi, j'attends de voir si vraiment, effectivement, il y aura des créations de nouveaux de lits. On parle d'aménagement du territoire. Encore une fois, la santé publique, elle fait partie intégrante, éminente de l'aménagement du territoire. L'autre problématique, c'est la formation des praticiens. Et à Verdun, comme tous les hôpitaux, heureusement, je tiens à le saluer, on recrute. Et j'interviens souvent. D'ailleurs, je reçois un médecin demain matin à 8h. C'est un médecin étranger. Si on n'avait pas les médecins étrangers, l'hôpital public, aujourd'hui, il n'existerait plus. On fermerait des services et des services. Et vous savez combien est payé un médecin étranger ? 1 800 € par mois. Donc, il faut quand même avoir le courage. À un moment donné, ce sont des choix politiques. Excusez-moi, Tom, c'est pas le conseil départemental, là, mais c'est une politique nationale. Mais il faut avoir le courage, de dire que la santé, ce n'est pas un coût. La santé, c'est un bien commun. Et ce n'est pas dans ces moments de crise où on a aujourd'hui du personnel dévoué, engagé, qui est fatigué, qui n'en peut plus et qui ne voit rien venir. Moi, je les entends, hein. Le personnel, hein. Et c'est pas que les infirmières, les aides-soignantes, c'est aussi les médecins. Mais à un moment donné, il va falloir quand même qu'on prenne conscience que c'est comme la situation, on en parle beaucoup au département, du handicap, du vieillissement de la population. Ça va coûter de plus en plus. Coûter dans le sens, pas coûter, c'est un coût, mais ça coûte de l'argent. En effet, il faudra bien se poser la question à un moment donné du financement. Encore une fois, ça relève pas du département, mais c'est des choix importants parce que, heureusement, l'espérance de vie augmente. Il y a des prises en charge sanitaires, médico-sociales, et il faudra bien que, parce que beaucoup de nos concitoyens, on en a parlé cet après-midi au département, il y a beaucoup de nos concitoyens paupérisés qui n'ont plus les moyens, donc on demande aux enfants, voire aux petits-enfants, de participer à la prise en charge de leurs parents ou grands-parents. Et ça, c'est le département, notamment, avec l'allocation personnalisée d'autonomie.
Si vous le voulez bien, on va parler de culture, un nouveau thème. Et je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'on a bien besoin de culture en ce moment. Comment on met en valeur notre culture en Meuse dans ce département et dans vos cantons, Jérôme Dumont? Alors, il y a plusieurs possibilités. Tout d'abord, on a la chance sur notre canton d'avoir plusieurs joyaux culturels. Le cinéma, hein, c'est quand même un investissement sur le quartier d'Antoire-près-l'Évêque qui a redynamisé tout ce beau quartier. Et on peut être fier de ce bel aménagement qui a été fait en partie avec le conseil départemental de l'époque. Et puis l'autre joyau, c'est évidemment, mais je ne vais pas tous les citer, sur notre canton, hein, le site de connaissance de la Meuse. On voit différentes facettes de la culture. Et puis, je vais aller à une échelle plus petite. Le département soutient également des bibliothèques communales. Par exemple, on vote des subventions pour acheter des livres pour la bibliothèque de Berru-en-Verdunois, pour la bibliothèque de Duny-sur-Meuse, évidemment la médiathèque de Verdun. Mais on va au plus près de la proximité possible. On parle de culture. Moi, il y a quelque chose qui me plaît également, c'est la mémoire, l'histoire. On a renouvelé des investissements importants, Citadelle c'est pas sur notre canton, mais presque, c'est sur Verdun globalement. Le mémorial de Verdun, l'effort. Le mémorial de Verdun a une programmation culturelle. Il y a le Centre mondial de la paix aussi, mais il n'est pas sur notre canton. Et puis le sport, on fait le lien entre l'histoire, entre les sports de nature. Il y a eu des événements pendant le centenaire, le semi-marathon, le trail des tranchées. On revient à l'attractivité quand on remet les coupes lors du trail des tranchées et que ce sont des jeunes qui viennent du club de Barbès, des jeunes filles de Barbès qui viennent et tous les ans on leur met une coupe. Eh ben, on a réussi notre travail de sport, de culture, d'attractivité parce qu'ils viennent chez nous, ils consomment chez nous et ils vont peut-être revenir parce que demain, on leur proposera des emplois avec des maisons où il y aura un peu plus de terrain, il y aura de l'activité parce que, pour revenir à ce qui a été dit tout à l'heure, il faut des infrastructures, on est en train d'y travailler, il faut du travail, il y en a, même si il pourrait être un peu plus développé, et il faut du fun. Si on veut attirer des médecins, si on veut attirer des cadres, il faut qu'ils puissent faire du vélo, du VTT, qu'ils puissent aller à des concerts. J'ai pas parlé de la MJC, mais il y a également musique et terrasse. Bref, on a tout ce qu'il faut en Meuse pour s'amuser et pour se divertir. Et ça, le département soutient toutes ces activités. François-Xavier Franceschini, on continue sur la même lancée. Oui, bien sûr, oui, sur la culture, eh bien, effectivement. Je pense qu'il y a des incontournables, hein, comme on le dit avec le Met maintenant qui est bien connu. Le Musique et Terrasse Festival. Renaissance aussi à Bar-le-Duc. Mais là où on pourrait appuyer les choses, c'est justement avec des artistes de la rue. Les artistes de la rue avec Ma rue prend l'air à Pierrefitte-sur-Aire et tout ça, je pense que c'est important. C'est faire en sorte que les artistes puissent intervenir aussi au sein des institutions, dans les maisons de retraite, dans les écoles. Pourquoi dans les centres socioculturels? Parce qu'ils ont toujours un message à faire passer. La culture, c'est toujours une culture, c'est de l'art engagé aussi. C'est faire passer un message sur... je ne sais pas, sur le racisme, surtout dans des périodes dans lesquelles on vit, justement en Meuse, justement. Donc c'est intéressant de faire en sorte que les artistes puisse aider les artistes dans des structures spécialisées et autres, qu'ils passent voir des personnes âgées, des enfants à l'école, et dans la rue aussi. Parce que justement, il faut renouer avec cette embellie. Hein, on est en train de revivre un déconfinement et il faut s'amuser. Voilà. Parmi les endroits où il y a de la culture, notamment le théâtre de Verdun, Samuel Lazare, il me semble que c'est une ligne de votre programme, pouvoir restaurer le théâtre de Verdun. Est-ce que le conseil départemental peut agir en ce sens? Ah oui. Comment? Alors, tout simplement, je peux vous annoncer une date. Le 1er juin, donc dans quelques jours, nous allons avoir le jury de concours pour retenir les 3 bureaux d'architectes nationaux. Il y en a 38 au total qui ont répondu au concours de maîtrise d'œuvre. 3 vont être retenus. Et en septembre-octobre, le maître d'œuvre
qui va donc piloter la restauration du théâtre. Projet de 8,6 millions d'euros. Projet, évidemment, le plus pertinent, le plus ambitieux, le plus qualitatif, avec un agrandissement sur l'arrière, pour agrandir la scène. 8,6 millions, on a été chercher l'argent. 2 millions de l'État, 2 millions de la région, 2 millions 25 000 euros exactement du conseil départemental. Et là, je tiens à souligner et à saluer l'engagement de tous les collègues élus. Et Claude Léonard a dit des mots forts. Il faut soutenir le projet de Samuel de restauration du théâtre parce que c'est un enjeu social, un enjeu culturel, un enjeu de citoyenneté. C'est ça la culture. Donc vous me permettez de dire, oui, le théâtre, nous allons l'inaugurer en 2025, 100 ans après sa dernière restauration. Voilà. Je voulais juste préciser tout ce que vous avez dit. N'oublions pas, nous, on va engager les travaux de la médiathèque. La MJC, les travaux sont réceptionnés. On l'inaugurera au mois de septembre. On travaille évidemment sur la restauration du patrimoine, vous le savez, y compris de lieux comme la chapelle du Vignier en lieu d'exposition permanent. Je voudrais quand même préciser également le Met, qui l'a sauvé en 2014, nous. Et grâce à Anthony Grigio, on a créé le grand festival, les arts de la rue, tu en parlais. Le grand festival, 65 000 personnes en 3 jours. Malheureusement, eu égard au contexte sanitaire, on a été encore obligé de le reporter en 2022. Jamais dans cette collectivité, on a autant investi dans le champ culturel. Je voudrais quand même parler de 2 autres points sur la musique. Demos, l'agglo du Grand Verdun. Petite agglomération parmi les grandes, soutenue par le département d'ailleurs financièrement, par toutes les collectivités. Demos, on a conventionné avec la Philharmonie de Paris. 85 enfants, et j'y étais à l'église Jeanne d'Arc samedi pour le Tutti, tous ensemble, en italien, où on leur a donné un instrument de musique. Ils s'initient à la musique des enfants, pas seulement de quartiers politiques de la ville, mais aussi de la ruralité de l'agglo, et qui constitue un orchestre. Et on sait qu'au terme des 3 ans, il y en a 50% de ces enfants-là qui vont continuer la musique. Conservatoire de musique, on est arrivé, il y avait 400 enfants, 400 élèves. Il n'y a pas que des enfants au conservatoire, 704 avant le Covid. Voilà, ce sont des politiques publiques qui sont soutenues. On l'a voté au conseil départemental, des subventions. Tout ça, ça contribue au rayonnement et à la citoyenneté et au vivre ensemble. Parce que tout à l'heure, la question sociale, vous savez, aujourd'hui, le mot social, il est galvaudé. Il est galvaudé. Parce que le social, on fait trop de social, etc. Le social, c'est le vivre ensemble. Posons-nous la question, est-ce que les Français, est-ce que les gens veulent encore vivre ensemble? De la petite enfance jusqu'au dernier âge de la vie. Le conseil départemental, il est au quotidien, aux côtés de nos concitoyens, pour essayer de mieux vivre ensemble. Et justement, les habitants de la Meuse nous regardent sûrement aujourd'hui. Bonsoir Romain, vous avez regardé ce Facebook Live depuis le début et il me semble qu'il y a des questions. Alors, il y a pas mal de commentaires, effectivement. Il y a notamment une question de Dominique Péridon qui demande par rapport à la cathédrale, quel soutien depuis 2018 ? Est-ce que quelqu'un a la réponse autour de cette table ? Nous, l'agglo, je ne parle pas du département, nous, l'agglo, on continue de subventionner la CCV. Même chose pour le département. On a soutenu la plupart des grands projets et des saisons culturelles de cette belle association. Très bien. On va passer à un nouveau thème et l'un des derniers, c'est l'écologie, c'est l'environnement. C'est un défi de cette décennie notamment. François-Xavier Franceschini, vous vous battez vous contre l'enfouissement des déchets en Meuse. Oui. Comment on fait de la Meuse un territoire exemplaire dans la lutte notamment contre le dérèglement climatique et surtout cet enjeu écologique ? Je vais vous dire, ça passe par un changement d'état d'esprit, comme je vous l'ai dit au départ. À partir du moment où on consomme local, forcément, on va travailler sur des circuits courts et donc diviser la facture carbone. D'accord ? Ensuite, au niveau de l'agriculture, il faut une agriculture extensive, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on revient sur des exploitations à taille humaine, des élevages et des pâturages, parce qu'il faut savoir, depuis
la COP 21, il y avait un plan qui avait été engagé qui s'appelle 4 pour 1000. 4 pour 1000, c'est simplement faire en sorte qu'il y ait une fertilisation des sols. La fertilisation des sols, elle existe à partir du moment où on revient à des domaines agricoles à taille humaine. Donc ça permettrait d'un côté d'avoir des pâturages, des prairies, des élevages. Mais à partir du moment où vous reverdissez les domaines agricoles, vous permettez au CO2 une absorption du CO2 beaucoup plus importante, qui est vraiment importante. Donc ça fait partie des engagements que la France a passés au niveau de la COP 21. Voilà. Donc il faut terminer, il faut arrêter cette agriculture intensive qui est en train de détruire les sols. À l'heure actuelle, beaucoup de spécialistes nous parlent d'un horizon à 60 ans, pour 60 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en capacité de faire 60 récoltes, 60 labourages, et ensuite ça sera terminé. On ne pourra plus cultiver. Donc on est devant des échéances, on parle d'urgence climatique. C'est pas pour rien. Donc c'est pour ça qu'il faut revenir à des conceptions. Comme je vous dis, c'est un changement de paradigme. Oui, c'est un changement de paradigme total. C'est-à-dire qu'on est obligé maintenant, pour éviter une catastrophe climatique, de changer de mode de consommation, de changer de mode de fonctionnement au niveau agricole. Voilà. Donc ça part de ce constat. Ensuite, par rapport à Bure. Bure, l'enfouissement des déchets nucléaires, c'est une aberration. C'est une aberration. C'est quelque chose qui ne marche pas. Il y a eu déjà des exemples aux États-Unis, avec le projet WIP, qui est en Nouveau-Mexique, avec d'ailleurs une collaboration d'Areva. Et malheureusement, ça a été une véritable catastrophe, puisqu'il y a eu des fuites de colis et une contamination dans les sols et à la surface. Donc on a déjà l'exemple de raté qui existe déjà aux États-Unis. Donc c'est un projet qui est voué à l'abandon, qui ne marchera pas. Par contre, il faut s'interroger forcément sur le retraitement des déchets nucléaires. Là, effectivement, mais il y a d'autres projets qui ont été faits par l'ANDRA, qui s'appelle le projet Gédéon, qui est d'autres projets. C'est un laboratoire de retraitement et de recherche pour le retraitement nucléaire. Voilà, là, c'est d'autres projets. Mais l'enfouissement, c'est une aberration. Voilà. Changer son mode de vie justement pour l'environnement, c'est réalisable, Jérôme Dumont? Alors pour revenir sur, oui évidemment, pour revenir sur le projet CIGEO et sur l'enfouissement des déchets nucléaires, c'est la pire des solutions, à l'exception de toutes les autres. Il n'y a pas d'autre solution. Aujourd'hui, il n'y a pas d'autre solution viable. C'est une véritable chance pour notre département. Il ne faut pas le prendre comme un danger. Moi, je suis descendu, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le faire, à moins 500 mètres. Oui. On est rassuré et c'est surtout le chantier de la prochaine décennie. Un chantier qui va rapporter de la population, de l'activité et surtout une avancée technologique sur le reste. Moi, je crois vraiment à la science et je fais confiance sur ce domaine-là pour l'enfouissement des déchets nucléaires. Mais en plus, pour répondre sur le nucléaire, c'est quand même, alors il y a le problème des déchets, mais c'est quand même l'énergie aujourd'hui la plus propre par rapport à tous les... Alors, évidemment, je ne vais pas revenir sur le débat d'hier avec les éoliennes, mais c'est quand même l'énergie la plus propre en dehors des autres énergies renouvelables. Je voudrais également mettre en avant ce qui a été développé par le conseil départemental, le contrat de transition écologique. On en a reparlé cet après-midi. Alors c'est en train, puisqu'il y a l'État qui, dans le cadre du plan de relance, est en train de mettre son nez dedans et qui est en train de tout complexifier comme à chaque fois. Mais en gros, ça a été lancé sur le pays cœur de Lorraine avec des expérimentations et avec vraiment des idées novatrices. On a dans le domaine de l'agriculture des primes à la transition écologique pour aller vers du bio. Donc là, le département aide pour faire un changement agriculture traditionnelle, conventionnelle, vers l'agriculture biologique. Il y a les mobilités, on en a parlé tout à l'heure, favoriser les mobilités douces. Et là, c'était le cœur de notre campagne en 2015, la vélo-voie verte, même si ce n'est pas le conseil départemental qui était maître d'œuvre, mais on a participé, maître d'ouvrage, qui a participé à son financement
entre Audinville et Samonieux. Et aujourd'hui, exemple de l'expérimentation, exemple pour les mobilités douces, c'est ma fameuse idée avec deux On rappelle ce que projets. c'est, ma Ma fameuse idée, c'est un budget participatif, une démocratie participative, où tous les Meusiens ont pu déposer des idées. Sur notre canton, il y a 3 idées à 50 000 euros qui ont pu être validées. Le vélo fauteuil, qui sont sur plusieurs secteurs, de Sommieu, même si ce n'est pas sur notre canton, à Verdun, avec la DAPEI, etc. C'est une passerelle sur la Meuse entre Belleret et Audinville qui permettra à Duny et la grotte de la Falouse de rejoindre en enjambant la Meuse la vélo-voie verte. Et puis sur le sport, et c'est également de l'écologie, parce qu'il y a un respect, on parlait tout à l'heure des déchets sauvages, c'est un véritable scandale, y compris sur les sports, dans les milieux naturels. Avec des douches sèches qui vont être mis à disposition de tous les VTTistes, de tous les trails, de tous les marcheurs sur le site du Roselier. On pourrait évidemment encore en développer, mais voilà, je vous rejoins sur les circuits courts. Dernière chose, là, on a lancé une plateforme qui s'appelle AgriLocal, qui va permettre à tous les producteurs meusiens de bénéficier d'une centrale, et notamment pour les cantines scolaires, qui permettra donc de faire du circuit court et de consommer meusien. On consomme verdunois et on consomme meusien. François-Xavier Franceschini. Alors, on va continuer aussi sur justement l'écologie et le fait que maintenant on parle de la mobilité. Alors effectivement, Jérôme Dumont parle du vélo, etc. Mais le problème crucial qui se pose aux Meusiens aujourd'hui, c'est le fait de se déplacer d'un point A à un point B. Justement, une mobilité plus écologique. La mobilité écologique, c'est prendre le train, tout simplement. C'est prendre le train. Malheureusement, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe au niveau du train ? Vous voulez aller à Reims, vous ne pouvez pas y aller par le train. Vous voulez aller à Metz, vous allez prendre un déplacement sur 3. On est obligé de se déplacer avec un bus. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Donc on a supprimé des petites lignes. Le sillon meusien, au niveau des trains, ça menuise au fur et à mesure. Alors, effectivement, ce sont des politiques nationales au niveau de la SNCF. Mais il va falloir trouver des solutions, d'accord ? Parce que c'est ce qui a été à l'origine de la crise de Gilets jaunes. C'est la mobilité. C'est le fait que les gens ne pouvaient plus se déplacer pour aller à leur travail parce qu'il fallait choisir entre le frigo ou remplir son réservoir. Et la mobilité, ça fait partie justement des engagements qu'il faut tenir pour faire en sorte que les gens puissent se déplacer librement. Parce que c'est une atteinte aussi à la liberté. Lorsqu'on ne peut pas se déplacer, qu'on est obligé de prendre une autoroute qui est chère, onéreuse, aller prendre l'autoroute par exemple de Verdun pour aller à Sainte-Ménéhould, mais c'est une honte. On paye 5 euros, 4 euros pour l'aller. 8 euros, 10 euros pour l'aller-retour. Donc, il faut proposer aux Meusiens autre chose. Et le train est une solution, le TER. Alors, effectivement, la SNCF se désengage, parce que ce sont des politiques nationales qui font qu'on va se porter plus sur les trains à grande vitesse et les lignes à grande vitesse. Mais aujourd'hui, dans certains départements, on va pouvoir réhabiliter des petites lignes ferroviaires. Pourquoi ? Parce que, là je parle encore, alors effectivement, moi je suis pour un service public fort, mais malheureusement on n'a pas de solution. Alors dans certains départements, il y a des petites entreprises qui vont d'ailleurs venir sur la Meuse la semaine prochaine avec Rail Avenir, qui est l'association de défense des consommateurs du train, et qui va faire venir un entrepreneur qui fait partie de Meuscoop, c'est Railscope. Et qui, comme le marché maintenant du ferroviaire est ouvert, les lignes sont ouvertes à la concurrence, il propose justement de réouvrir des rails, des lignes ferroviaires dans les départements. Et voilà. Donc il va falloir y penser. C'est une solution écologique, Samuel Hazard ? Oui, la ligne 5, Châlons, Verdun, Conflans, Metz. J'avais créé un collectif à l'époque pour sauver cette ligne. Et le tronçon Verdun-Châlons notamment, qui malheureusement... décision de la région sous la présidence de Jean-Pierre Masseret et de Jean-Claude Bouchy qui était le président de Champagne-Ardenne, puisque en fait le tronçon Verdun-Châlons était de la compétence de la région Champagne-Ardenne à l'époque. C'était avant la grande région, mon cher Tom, avant le Grand Est.
En effet, le TER, c'est une politique régionale d'inspiration, on le sait très bien, de 30 ou de 40 années de néolibéralisme où on a annihilé, on a supprimé toutes ces petites lignes pour finalement la LGV, c'est très bien, mais il aurait fallu et pas LGV au détriment de. Voilà. Tout le monde s'accorde à le dire aujourd'hui, au-delà des contingences politiques. Autre point également que je voudrais aborder, parce que on parlait de la véloroute voie verte, que la communauté d'agglomération que nous avons aménagée et qui d'ailleurs se poursuit au nord et au sud de Verdun. Facteur d'attractivité important. Il y a de plus en plus de gens qui veulent aller au travail ou aller faire leurs courses ou aller consommer du culturel ou du sportif en vélo. C'est pour ça qu'on continue les aménagements de pistes et de bandes cyclables dès lors que la configuration de la voirie le permet. Je voudrais juste revenir, si vous me permettez, puisque vous parliez de transition énergétique et écologique, sur plusieurs points. L'agriculture bio, oui, mais quand elle est locale. Parce que si c'est pour faire venir du bio d'Argentine, du soja d'Amérique du Sud, on est bien d'accord. De l'agriculture raisonnée, il y a de plus en plus d'agriculteurs. Attention, il faut quand même remarquer que les agriculteurs, très largement, il ne faut pas les mettre en cause, évoluent depuis de nombreuses années, on les caricature de trop. C'est comme les chefs d'entreprise voyous. Non, chefs d'entreprise, la très large majorité d'entre eux, ils croient en l'emploi local et en l'entreprise locale. Je voudrais juste préciser quand même, par rapport à ce que tu disais, François-Xavier, sur la méthanisation. Moi, la méthanisation, il y a une unité de méthanisation sur Thierville qu'on a encouragée, qui fonctionne très bien. On travaille, et peut-être qu'on travaillera demain aussi dans le cadre quelque chose de très important. On n'en parle pas, mais nos consommateurs et nos concitoyens vont se rendre compte que si nous, élus, on ne fait rien, demain, la facture des ordures ménagères va augmenter parce qu'en 2024, au 1er janvier 2024, plus de déchets alimentaires dans les sacs noirs, dans les OMR. C'est pour ça qu'on travaille sur, la lutte contre le gaspillage alimentaire, valoriser les déchets alimentaires des cantines et demain, à partir de 2022, sur les communes de la communauté d'agglomération, des bacs avec la récupération des déchets alimentaires, soit en les compostant, soit en les méthanisant. Alors tout à l'heure, tu as parlé de grands méthaniseurs, mais les petits méthaniseurs, oui, c'est où très on bien, réinjecte en effet dans les tuyaux, comme on dit, Exactement. où ensuite on épand, et il n'y a pas d'azote à l'intérieur, puisqu'il y a eu... ça a été alors je sais pas comment on dit, mais en tous les cas, il n'y a plus d'azote. Donc, puisqu'il y a eu un processus de méthanisation. Voilà. Mais ça, ce sont des erreurs qui ont été faites par la région. Dans le schéma régional d'aménagement de l'Estradet, c'est quand même une politique d'industrialisation de la méthanisation. C'est-à-dire que, à la base, comme vous le dites, la méthanisation au niveau de la ferme, pour reprendre les résidus du GAEC, le biogaz, où l'on prend simplement les produits de la ferme qu'on réengage pour faire de la biomasse, ça ne pose pas de problème. Là où ça pose problème, c'est qu'on va faire du gaz en faisant des champs de maïs, d'orge, etc. 70%, oui, 70%. Donc c'est là où ça devient problématique, parce que les cultures n'ont pas cette vocation pour faire de l'énergie. D'accord ? Voilà, c'est ça. Et ensuite, on va déplacer. C'est-à-dire que l'essentiel de l'écologie, c'est de réduire la fracture carbone. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre des céréales à droite, à gauche, dans différentes régions, pour les déplacer sur des gros méthaniseurs. Là, c'est une aberration. Donc là, c'est une erreur. Mais sur à petite échelle, oui. À petite échelle, oui. Et ça, c'est très important. Oui. Ça, on est vraiment dans la question de la transition énergétique et de la préservation de l'environnement. Voilà, ça c'est local, encore une fois. On va répondre à une question qui nous est arrivée sur la page Facebook de Meusinfo. Romain. Alors, une question concernant le GIP. Est-ce que le GIP pourrait soutenir prioritairement les projets de transition énergétique et écologique ? On rappelle déjà ce que c'est la GIP. Le GIP, c'est le groupement d'intérêt public lié au laboratoire, puisque l'exploitation d'un centre d'enfouissement n'existe pas, n'est pas accordé à l'heure actuelle. Donc c'est environ 30 millions d'euros versés chaque année par l'État, EDF
évidemment au conseil, au GIP, qui est un budget annexe, il faut quand même bien en convenir, du département. Et par rapport à la question qui est posée, le GIP se réoriente de plus en plus vers ces secteurs de la transition énergétique et thermique. Donc c'est une c'est une inflexion depuis quelques années. Très bien, merci beaucoup. On va terminer cette émission par une conclusion de 30 secondes chacun pour que vous puissiez représenter votre liste aux spectateurs qui éventuellement nous ont rejoints en cours de soirée, nous dire pourquoi il faut voter pour vous les 20 et 27 juin prochains aux élections départementales. Jérôme Dumont, vous êtes candidat dans le canton de Verdun 2 et vous vous présentez aux côtés de Véronique Philippe dans une liste d'hiver droite. Alors avec Véronique Philippe, nous souhaitons poursuivre ce que nous avons engagé ces 6 dernières années. Avec la proximité, on répond à toutes les sollicitations, on est des élus de terrain. Moi, je n'ai qu'un seul mandat, Véronique aussi. On a souhaité également garder notre activité professionnelle pour pas être complètement déconnecté. On a trop d'élus qui sont déconnectés. Et puis surtout, pour notre département, nous voulons une nouvelle attractivité. Et cette attractivité, elle passera par l'innovation. On a parlé d'Imeuse Santé, on a parlé de la fibre, on a parlé de l'innovation également en termes de pratique avec ma fameuse idée. Et cette innovation, la Meuse, terre d'histoire, professeur d'histoire, et à Verdun, ça ne peut pas être autrement, terre d'innovation et d'expérimentation pour que demain, la Meuse soit une terre définitivement d'avenir. Merci beaucoup Jérôme Dumont. Vous venez de parler pendant 1 minute, on va laisser 1 minute également à vous, François-Xavier Franceschini, qui conduisait une liste avec Françoise Rusconi de l'Union de la gauche et des écologistes. Oui, alors tout à fait. En parlant de Françoise Rusconi, je pense que ça serait véritablement une première qu'une aide-soignante qui a été au front durant le Covid pendant des mois soit élue au conseil départemental. Parce qu'il ne suffit pas d'applaudir aussi les infirmiers, les soignants, etc. Il faut les élire. Pourquoi ? Parce que cette dame, qui travaille depuis des années dans le milieu du handicap et auprès des retraités auparavant, sait de quoi elle parle. Elle est proche justement des personnes. Elle a passé, on a discuté souvent ensemble, elle a passé un diplôme d'aide-soignante pour se sortir de la précarité. Donc je pense que ce qui va changer dans cette... Moi, je souhaite une nouvelle majorité, bien sûr. Ce qu'il faut, c'est un conseil départemental qui ne résoudra pas tous les problèmes. Mais en tous les cas, nous, ce que l'on veut, c'est apporter des solutions en écoutant les Meusiens, en les entendant, en les comprenant, en les défendant. Donc, je pense que les solutions, on peut les trouver. Alors après, avec la différence de M. Jérôme Dumont, forcément, on a un taux de programme qui se porte plus sur une transition écologique forte, parce que ce sont des enjeux qui répondent à l'actualité aujourd'hui. Merci François-Xavier Franceschini. Je rappelle que vous êtes tous les deux candidats. On pourrait parler pendant des heures, Non, mais malheureusement, on n'a plus le temps. C'est pas du tout politique, c'est pour dire qu'il y a une aide-soignante au conseil départemental, c'est Danielle Combe, elle est en retraite, Très bien. mais elle est vice-présidente en charge de l'insertion et elle a été à l'écologie avant d'être à l'insertion. Il y en aura une deuxième bientôt. On l'a bien noté. Voilà. Je le souhaite pas, Vous pas sur le canton de Verdun 2. Vous êtes tous les deux candidats sur le canton de Verdun 2. Je rappelle qu'il y a 2 autres listes avec 4 autres binômes donc, qui se présentent potentiellement, Christelle Renaud et Sylvain Autré, ainsi que Bruno Rota et Christine Migeot qui se présentent chacun sur d'autres listes et qui n'ont pas souhaité être présents ce soir. Samuel Hazard, vous présentez dans le canton de Verdun 1. On vous laisse 1 minute comme tous les autres candidats bien sûr pour vous laisser conclure donc cette émission. Non, simplement avec Dominique, Philippe et Angelina, nous sommes des élus engagés, honnêtes, intellectuellement, déterminés. On aime les gens. Verdun est notre bien commun et ce département est notre bien commun. Et voilà pourquoi nous continuerons, si nos concitoyens nous font confiance dès le 20 juin, à les représenter, à les soutenir et à défendre cet idéal du vivre ensemble en Meuse, sur ce territoire, terre d'histoire, terre d'avenir, et encore une fois pour servir.
Merci beaucoup Samuel Lazare, une Meuse plus forte, c'est votre liste. Et face à vous, il y a Yvan Paris et Marie-Jeanne Dumont sur ce canton de Verdun 1 qui n'étaient pas non plus avec nous ce soir. Je vais vous remercier tous les trois d'avoir été là sur le plateau de Meuse Info. Merci Tom. Merci, Merci à tous. merci à nos bureaux qui nous ont accueillis pour ce plateau. Voilà, vous allez pouvoir retrouver et le débat sur le canton de Belleville-sur-Meuse qui a été diffusé hier sur la page Facebook de Meuse Info ainsi que ce débat de ce soir. On se retrouve très vite sur les réseaux sociaux de Meuse Info. Passez une bonne soirée.